L'essentiel, ce n'est pas le fait, mais ce que l'homme interprète en lui. Frédéric Nietzsche, La volonté de puissance. J'aimerais vous parler de mon enfance en 2010, car en 2010, j'habitais dans la même maison que ici, et pour sociabiliser et pour passer du temps pendant les vacances d'été, je prenais juste mon vélo, je mettais ma balle en dessous de mon t-shirt, je vagabondais dans la ville et j'allais sonner chez tous les amis où je connaissais leur adresse. Pour contacter mes amis en 2010, j'allais chez eux pour leur demander s'ils voulaient faire une partie de foot avec moi. On avait 3 ou 4 terrains dans la ville où on pouvait justement faire ces parties. Très souvent, on se retrouvait à une dizaine d'amis à faire ce foot et j'étais très souvent gardien car je kiffe ce rôle. Un petit peu après, nous avons eu dans les mains une DS. La DS a été très cruciale entre moi et un de mes amis en particulier car on avait le pouvoir de s'envoyer des messages un petit peu cachés dans l'algorithme des DS Lite et des 3DS pour se demander si on pouvait sortir à travers notre maison. À ce moment-là, on écrivait sur notre DS directement « tu sors » et on pouvait voir la réponse à travers une notification qui pourrait s'apparenter à un statut Facebook ou à un statut WhatsApp de nos jours. Quand je sortais en ville avec ma DS, on pouvait s'échanger des Pokémon quand on avait les mêmes versions de Pokémon récentes et on pouvait également se donner des conseils sur un jeu vidéo tel Inazuma Eleven. J'ai eu beaucoup de conseils d'amis qui m'ont dit on pouvait avoir justement un personnage plutôt rare où on pouvait avoir des aides quand on était bloqué à un certain niveau, car pour nous c'était important de pouvoir débloquer ce niveau à cette époque sur Inazuma Eleven. Quand je suis arrivé au collège, en 6ème, ma mère m'a dit que j'aurais pas de téléphone. En revanche, ils ont tous eu un téléphone à Noël, donc j'ai eu un téléphone un tout petit peu plus tard, qui était un banal Wiko pour s'envoyer des SMS et s'appeler. Donc très vite, on a appris le langage SMS, qui n'avait pas beaucoup de caractères, qui se comportait un petit peu comme un tweet qu'on pourrait avoir de nos jours, à 160, 220 caractères, pour l'opérateur qu'on avait choisi. Un petit peu après, on a eu aussi l'occasion de pouvoir s'appeler au téléphone le soir pour pouvoir discuter avec nos amis, peu importe l'heure qu'il était, du moment qu'on était réveillé et qu'on avait notre téléphone sur nous. En revanche, il y a eu une grosse concurrence dans le collège et dans tout le lycée entre 2010 et 2018, à savoir qui aura un Wiko, qui aura un Samsung et qui aura un iPhone. Sachant que l'iPhone était un luxe que personne ne pouvait se payer, beaucoup trop cher et très performant. Un Samsung était un petit peu l'entre-deux, mais par contre quand on avait un Wiko ou un Windows Phone, on se faisait vraiment dévisager. On a commencé à apprendre l'exclusion sociale entre un Wiko et un iPhone, alors qu'on n'avait que 13 à 14 ans. Les messages bleus comme les messages verts faisaient déjà leur occurrence à cette époque. Arrivé en 4e, 3e, on a découvert les réseaux sociaux avec Snapchat. Snapchat était puissant, car une meilleure accessibilité, on pouvait s'envoyer des photos, des vidéos, peu importe l'heure de la journée, et on les aurait reçues, dans tous les cas, pour les regarder à un moment donné. Les photos et vidéos sur Snapchat ont été très importantes pour nous, car les MMS coûtaient une blinde à l'époque, on pouvait en envoyer peut-être 4 ou 5 maximum par mois, donc on utilisait les MMS et messages spécifiques pour nos parents et nos grands-parents qui n'avaient pas Snapchat à l'époque. L'innovation des flammes sur Snapchat a été très cruciale, car les flammes sur Snapchat, au nombre de 1 à 300 flammes, pouvaient résumer beaucoup de choses pour une amitié à l'époque. Pour avoir ces flammes sur Snapchat, on était obligé de interagir avec nos amis tous les jours, à leur envoyer une photo ou une vidéo, donc un snap rouge ou violet il me semble, pour avoir un nombre de flammes qui pouvait augmenter. Ce qui était crucial pour pouvoir juste s'envoyer des photos tous les jours et se rappeler qu'on l'a fait peut-être pendant 200 à 300 jours. Snapchat et les photos ont eu un rôle crucial également dans notre développement machiavélique à travers les nudes. Car sur Snapchat, les photos restent éphémères. Si on l'a ouvert une fois, on ne pourra pas l'ouvrir 2 fois. Ou on a la chance de faire un replay, mais on n'ouvrira jamais une photo plus de 3 fois. Les nudes sur Snapchat étaient un jeu de dopamine, un jeu conscient et inconscient à travers une société divisée entre hommes et femmes sexualisés. On avait la possibilité de screen, comme sur tous les téléphones. Sur Snapchat, les screenshots ont été référencés avec une notification qui avertissait la personne en cas d'usage. On a aussi eu la possibilité de créer des groupes, car sur mon Wiko, en 6e, on pouvait pas créer de groupe. Si je voulais parler à 2 personnes en même temps, je devais envoyer un message à ces 2 personnes et tenir au courant la première personne A de la réponse de la deuxième personne B. Sur Snapchat, on pouvait créer des groupes. Lors de nouvelles rentrées scolaires, on s'échangeait tous nos réseaux Snapchat pour se tenir au courant des devoirs et se tenir au courant des nouvelles informations concernant le collège, le lycée et la classe en général. Le partage d'informations était crucial sur Snapchat car omniprésent et qu'on pouvait s'envoyer un message à toute heure à travers les réseaux personnels utilisés sur Snapchat. En revanche, les groupes peuvent justement créer d'autres problèmes comme le harcèlement scolaire et le harcèlement numérique. Et on sait très bien que d'un côté numérique, on peut avoir justement un anonymat et une façade qui se crée. Le harcèlement sur Snapchat était quelque chose de très important au collège et n'était pas pris à la légère car très puissant et très destructeur pour les personnes. Où on pouvait avoir des préférences individuelles en fonction des personnes que l'on pouvait connaître.
ainsi que le nombre de flammes Snapchat, et les personnes qui n'avaient pas de flammes Snapchat et qui n'étaient pas aimées dans un groupe pouvaient être en bas de la pyramide sur le pouvoir qu'on pouvait avoir dans une classe. En revanche, le numérique ainsi que les flammes Snapchat ont ajouté un côté très superficiel à nos relations humaines, car à propos des flammes, en avoir 600 avec un ami voudra dire qu'on s'est envoyé pendant 600 jours consécutifs des photos. Il y a toujours la possibilité qu'on n'ait même pas parlé 80% du temps avec cet ami. Et il existait également à l'époque de donner ses identifiants et mots de passe Snap pour pouvoir générer ces flammes à travers une personne qui gérait nos flammes pour nous à distance, avec une pression sociale engagée, car les flammes pouvaient disparaître en 24 heures. Si pendant 2 jours je n'étais pas envoyé de photos alors qu'on avait 600 flammes, c'est également possible que l'on perde toutes ces flammes et on sera averti justement par un sablier, à travers un émoticône disant que nous sommes plus fidèles à cet ami. On a également tous connu la rupture d'amitié et la rupture de flamme en un même instant. On peut rompre une amitié et après rompre les flammes, ou rompre les flammes qui fera rompre l'amitié. Car pour certaines personnes, peut être un enjeu crucial pour démarrer ou arrêter une relation. Ce jeu social à travers les emojis que nous avons sur nos amis sur cette application était pervers, car un cœur rouge ou un cœur rouge avec des flammes voudrait dire qu'on est meilleur ami avec cette personne ou juste meilleur pote, sachant que sur Snapchat, c'est assez bien référencé. Un meilleur ami sera en soi la personne à qui tu as le plus parlé pendant 2 semaines, 1 mois à 3 mois, soit BFF, ce qui n'a aucune valeur de nos jours, car on n'est pas censé exprimer cette amitié à travers un émoticône que l'on aura gardé plus de 3 mois. Il m'est arrivé beaucoup de fois, à l'époque du collège, d'arrêter des flammes avec une personne sans m'en rendre compte et me rendre compte le lendemain matin, au collège, que cette personne ne m'a pas adressé la parole et ne m'a pas dit bonjour. Aujourd'hui, je teste également beaucoup de personnes de mon entourage avec le réseau Instagram en pouvant unfollow des personnes. En revanche, cela n'a jamais voulu dire que je détestais ces personnes ou que je voulais rompre les liens avec eux. La considération sociale est importante car l'humain est un être social, avant tout. Nous avons appliqué ces considérations dans un monde numérique lié à des émoticônes et à un chiffre de pouces bleus ou de flammes. J'arrive à me demander, comme Nietzsche a pu le dire, où sont les vraies valeurs. Pour moi, arrêter Snapchat a voulu dire plus de discussions, plus de photos de mes amis, plus de groupes sociaux et plus d'interactions comme je pouvais les connaître à l'époque du collège. J'ai 21 ans, j'ai fini mes études et je trouve pas ça forcément normal de ne plus avoir les mêmes interactions en arrière que quand j'étais au collège. Je trouve pas ça normal que nous sommes pendant les vacances d'été, que je déprime par le fait que je ne puisse plus utiliser mon vélo, mon ballon de foot, pour faire le tour de la ville, pour demander à des personnes de sortir. Car actuellement dans cette ville, je connais plus personne. Je connais des personnes que j'ai tous oubliées et que je ne connais pas réellement, car j'ai pas pu échanger avec eux sur un temps de 5 ans. Il faut aussi rappeler qu'en 5 ans, il se passe beaucoup de choses, autant pour moi que pour ces personnes. Je peux pas admettre avoir connu ces personnes, à part dans un passé qu'on a partagé. À l'heure actuelle, en 2024, je ne connais pas les personnes de ma ville, car je les fréquente pas. Moi, considérer Instagram comme unfollow les gens m'a amené à recevoir des questions par SMS, iMessage. Sommes-nous toujours amis? Oui, nous sommes toujours amis. Il y a une peur de jugement de valeur par le fait que nous sommes plus le même chiffre sur le compte de cette personne. On peut follow une personne et cette personne ne nous follow pas en retour. Suivre et se faire suivre. Ce qui rapporte un côté très superficiel, car il y a des gens qui ne me suivent pas sur Instagram. En revanche, ces personnes me disent bonjour dans la rue à chaque fois qu'elles me croisent. Les messages privés et DM. Nous avons un biais cognitif qui s'appelle l'illusion de transparence et la tendance des individus à surestimer la mesure dans laquelle leur pensée, que leur besoin de communication et d'interaction est clair et évident, peut ne pas l'être pour les autres réellement. Ce qui amène à supposer que les autres seront toujours disponibles et réceptifs à notre message. Nous avons aussi les conditions de introverti et extraverti. Pour moi, il n'existe pas forcément de case entre introverti et extraverti. Cela se juge par un besoin d'énergie. Je suis quelqu'un d'introverti. Mon meilleur ami était extraverti. Sortait en boîte tous les soirs, allait au bar tous les soirs et avait ce besoin social tout le temps à exprimer. Pendant que moi, j'avais ce besoin de solitude. Cela ne voulait pas dire que je n'allais jamais à ces soirées, que je n'allais jamais rencontrer ses autres amis, que je n'allais jamais en bar. Pour moi, aller en bar et sociabiliser avec un groupe de personnes de plus de 10 personnes me demande beaucoup d'énergie. J'en suis totalement capable et j'adore faire ça. Mais ça me demande beaucoup plus d'énergie, comme lui, ça lui demandait beaucoup plus d'énergie de rester seul le soir pour réfléchir, lire un livre ou regarder un film. L'essentiel, ce n'est pas le fait, mais ce que l'homme interprète en lui. Cela reflète comment les interactions numériques, comme les réseaux sociaux ou la présence en ligne, influent énormément sur nos capacités sociales actuelles. Cela en a fait un inversement des valeurs, qui crée une connexion et une déconnexion totalement improbable qu'on a pu connaître comme on avait en 2010. Pour moi, se résumait au fait de sortir, prendre mon vélo, ma balle de foot dans mon ventre et d'aller sonner chez chaque ami pour savoir s'il sortait. Pour moi, cela était la connexion. La déconnexion en 2010 était le fait de rester avec ma mère, regarder un film ou juste aller au cinéma ou faire les boutiques. Cela était la déconnexion. La connexion de nos jours se trouve sur Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook et Twitter à travers une connexion numérique qui nous pousse à interagir avec des gens que l'on connaît pas, des gens que l'on n'a jamais vus, mais des gens à qui l'on parle tous les jours. La déconnexion actuelle
serait un burn-out total et un besoin de se retrouver seul, peut-être en forêt ou en campagne, pour pouvoir réfléchir de manière inspirée. La connexion et la déconnexion auraient pu s'inverser, comme Nietzsche aurait pu l'affirmer. J'aimerais retourner à des bases plus humaines, à pouvoir sonner chez mes amis pour leur demander ce qu'ils font, et si on peut regarder un film ensemble. Car maintenant, aller sur Paris en bar serait juste un coup de téléphone, un tweet, une story, où quelqu'un aurait répondu. Est-ce que ça veut dire que cette personne avait envie de le faire, ou elle est tombée sur une information type un réseau publicitaire qui lui aurait dit « Oh, tu as la possibilité de faire ça ». La connexion pour moi est être dehors avec mes amis, et non être ici à vous parler. En revanche, je me déconnecte en le faisant. Bonne journée. Au revoir.